Bienvenue sur le podcast Équilibrez-vous. Aujourd'hui, l'épisode numéro 14 et je ne suis pas tout seul comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec Zina Gombert. Bonjour Zina. Bonjour Wilfried, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Zina est spécialiste de sujets qui moi aussi me passionnent. On va avoir une personne de choix pour en parler. Zina, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc je m'appelle Zina Gombert, j'ai 40 ans et mon travail principal est médecin généraliste. Et puis à côté, j'aime bien faire d'autres petites choses. Et puis, en plus de la médecine générale, je me suis formée à l'hypnothérapie il y a un peu plus de 10 ans. Et plus tard, j'ai fait les formations autour de la médecine fonctionnelle ou functional medicine aux États-Unis, donc une approche un peu plus ouverte sur les approches complémentaires, intégratives, même si ça reste la même médecine. Ok, alors c'est vrai que du coup, pour un médecin général, enfin de la médecine généraliste, tu as un parcours assez atypique, donc parce que tu fais effectivement de l'hypnose, tu parles donc de médecine fonctionnelle, tu parles aussi pas mal de fertilité, tu as écrit un livre sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la médecine au sens aussi large et pas rester juste sur la médecine générale? Je pense que c'était un ensemble de différentes choses. Déjà en Allemagne, parce que j'ai fait, au début, j'ai grandi en Allemagne, donc j'ai fait les premiers 6 ans en Allemagne. En Allemagne, il y a un parcours intégratif qui est intégré dans les études. En tout cas, au moins depuis 15 ans, peut-être plus. Donc en 2007, c'était déjà le cas. Où dans toutes les facultés, on aura un module de médecine complémentaire et intégrative qui va être intégré, où on va apprendre l'utilité des plantes médicinales, des choses comme ça, donc un peu parallèle à naturopathie, où on a beaucoup d'ouverture d'esprit là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on est ouvert d'esprit à ce moment-là, mais je trouve que ça crée un premier abord. Et pour moi, assez rapidement, pendant mon internat, je trouvais que, notamment sur tout ce qui touche à notre partie psychologique, il me manquait des moyens et la pharmacologie, je voyais bien qu'il y a des limites et qu'il y a aussi pas mal de risques. C'était là où je me suis beaucoup intéressée à l'hypnose. Et après, je pense que c'était la naissance de mon premier fils, qui est né avec une maladie très compliquée et très rare. Et je me suis confrontée à des limites des approches conventionnelles. Je me suis aussi confrontée un petit peu à des limites personnelles de nous, les médecins, je me suis aperçue qu'on nous apprend peut-être pas toujours bien de dire non, je ne sais pas, je vais chercher, non, je vais me renseigner. Et c'était là où j'ai cherché à avoir quelque chose en plus pour pouvoir d'un côté aider mon fils et d'autre côté, il y avait vraiment des moments où je doutais, est-ce que je veux être médecin? Est-ce que je veux pratiquer de la manière qui m'a été enseignée? Et c'était en écoutant, j'étais tombée sur les podcasts de Mark Hyman, un des fondateurs de la médecine fonctionnelle aux États-Unis, où en l'écoutant, je me suis dit, bah, c'est ça en Ça t'a fait, parlé. c'est ça ce qui m'a parlé, c'est ça ce qui m'a dit, bah, c'est la même médecine, on parle exactement des mêmes sujets et on parle exactement des mêmes définitions, des mêmes diagnostics et des mêmes traitements, sauf qu'on inclut une vision un peu différente d'un autre angle. Et c'est là finalement ce qui m'a motivée de me former là-dessus. Comment tu pourrais définir la médecine fonctionnelle pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est un terme américain, Oui. traduit en français, mais initialement créé dans les années 90, début des années 90. Et eux, leur définition était de créer une approche qui n'est pas complémentaire, parce que, encore une fois, c'est la même médecine, mais créer une approche qui va se concentrer davantage sur les facteurs qu'on peut influencer, notamment pour les problèmes de santé chronique, les facteurs environnementaux, les facteurs d'hygiène de vie, et se concentrer sur les approches qui vont finalement chercher à optimiser le fonctionnement sain du corps, ce qu'on appelle le fonctionnement physiologique. Donc, on va prêter plus d'attention à comment aider le corps d'être bien, ce qui
par conséquent, aura probablement un impact sur quelle est la place qui reste pour le mal-être. Donc, finalement, l'idée ici, aux États-Unis, ils aiment bien parler des root causes, des causes profondes ou des causes racines, qui ne sont pas toujours connues pour beaucoup de maladies d'aujourd'hui, les maladies chroniques et complexes. On n'a pas toujours une cause bien définie. Donc moi, je parlerai plutôt des différents facteurs sur lesquels on peut agir. Et cette approche fonctionnelle se concentre comment on peut influencer ces facteurs, alimentation, sommeil, hygiène de vie, est-ce qu'on peut utiliser certains compléments naturels et aussi les médicaments, hein, la pharmacologie, elle reste tout à fait présente, mais pas uniquement avec l'idée de traiter le symptôme ou traiter la maladie telle qu'on la connaît, mais aussi finalement traiter la santé. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté moins automatique du médicament qu'on a peut-être en France et dans les pays européens en général? En France, je pense qu'on tend vers ça, hein, parce que la plupart des recommandations de la HAS vont commencer par mesure hygiène de vie. C'est juste que moi, personnellement, je me trouvais pas suffisamment bien éduquée là-dessus. Je ne me trouvais pas suffisamment à l'aise de proposer des mesures d'hygiène de vie, parce que dire manger sainement et bouger plus, ça suffit pas à grand monde. C'est pas très... C'est pas clair, c'est pas concret, et puis manger sainement, ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Et les besoins de ce qui est mangé sainement peuvent être aussi différents d'une personne à l'autre. Donc, finalement, j'ai oublié la question. La question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas ce côté justement moins automatique des médicaments qu'on a habituellement? Eh bien, ça dépend de quel médicament. Okay. Je pense pour tout ce qui est hormonologie, et notamment en France, on parlait de périménopause, ménopause. Il y a peut-être un suivi plutôt des recommandations internationales qui aujourd'hui peuvent être ouverts sur l'idée de supplémenter des hormones qui manquent à partir du moment où la personne peut en avoir besoin, et pas forcément à partir du moment où il y a quelque chose de prédéfini qui se passe, comme la définition de ménopause. Mais pour beaucoup d'autres choses, en effet, on va insister sur l'hygiène de vie, sur le travail, sur notre mental, sur le travail sur notre système nerveux, sur le sommeil, au moins autant que sur la prescription médicamenteuse. Okay. Et parfois, on va peut-être proposer de la retarder pour voir si certaines mesures que je considère mesures de base vont pouvoir diminuer le besoin en médicaments. Ok, super intéressant. Alors justement, merci pour la transition. On va parler un petit peu d'hormones, si tu veux bien. Je sais donc tu avais écrit un livre sur la fertilité, donc je pense que la partie hormonale est un sujet qui t'intéresse et sur lequel tu es spécialiste. Aujourd'hui, de par moi, ce que je vois parmi les gens que j'aide, etc., je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes hormonaux, notamment des déséquilibres hormonaux. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire, de ton point de vue, qu'est-ce que justement un déséquilibre hormonal et pourquoi c'est si problématique pour la santé? Eh bien, je pense que c'est une définition qui peut être en effet assez différente d'une personne à l'autre. En médecine, on apprend de reconnaître, diagnostiquer et traiter une maladie ou un syndrome. Donc, un complexe des symptômes qui va vraiment faire le seuil entre maladie ou pas maladie. Dans les approches intégratives, on va viser la bonne santé ou la santé optimale. Et il y a une zone grise entre le seuil vers la maladie et le seuil de la santé optimale. Donc, un territoire où on ne peut pas dire qu'on est malade, on ne peut pas dire qu'on a un réel problème de santé, mais on n'est pas non plus en parfaite santé, parce qu'on peut avoir des petites, moyennes ou grandes gènes qui ne rentrent pas dans le cadre de maladie, mais qui sont quand même pas agréables. Et le déséquilibre hormonal, si on regarde le côté purement médical, eh bien, ça serait quelque chose qui nous approchait de la maladie. Un diabète, par exemple, un syndrome d'ovaire polykystique. On peut se demander si est-ce que la ménopause est un déséquilibre hormonal. Donc, c'est quelque chose où il y a beaucoup de nuances personnelles, comment chacun va le définir.
pour moi, un déséquilibre hormonal commence à être présent à partir du moment où il y a des symptômes en lien avec soit une production hormonale insuffisante ou trop importante, soit le ratio hormonal, c'est-à-dire l'équilibre, la communication des hormones entre elles, qui n'est pas optimale, soit l'utilisation des hormones dans le corps qui n'est pas optimale. Donc finalement, à partir de quand on parle de déséquilibre hormonal, on peut en parler à partir du moment où il y a des symptômes qui commencent à être présents de manière chronique. Typiquement, il y aura au moins une ou plusieurs hormones impliquées. Et ce qui est intéressant avec les hormones, en tout cas, c'est la façon de laquelle j'explique ça à mes patients, c'est que elles sont toutes dans la même soupe. C'est un petit peu comme les épices différentes du même plat. Donc, typiquement, quand il y a une hormone qui est pas en équilibre parfait, toutes les autres vont vouloir s'adapter pour que notre soupe a toujours un goût qui passe. Et donc, elles s'influencent finalement toutes entre elles. Donc, même sans avoir une maladie, par exemple, une insulinorésistance. Une résistance à l'insuline n'est pas considérée comme une maladie. On n'est pas dans un diabète. Mais on pourrait déjà dire que c'est un déséquilibre hormonal. On a un équilibre qui n'est pas très sain autour de l'insuline. Okay. Typiquement, on sait que cette résistance à l'insuline, qui vient du fait qu'il y a un petit peu trop d'insuline dans le corps, peu importe la raison, eh bien, ça impacte nos hormones sexuelles, ça impacte nos hormones de gestion de stress, ça impacte nos hormones de satiété. Finalement, il y a un impact sur tout. Donc, c'est pas une définition facile. Oui, c'est une sorte de spectre, en fait. C'est un spectre. Oui. Je dirais qu'il y a un déséquilibre hormonal risque d'être présent à partir du moment où on a une gène ou un symptôme chronique. Okay. Il y aura typiquement quelque chose d'hormonal qui sera associé, soit en tant que cause, soit en tant que conséquence, ou un facteur contribuant. Tu parlais à l'instant de l'insulinorésistance. Quels sont les déséquilibres hormonaux que tu vois le plus fréquemment en consultation? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une sorte de best-of ou une sorte d'augmentation? Tu dis ça, c'est bizarre, avant, je ne l'avais pas autant, ça il y a quelques années, et tu en vois de plus en plus. C'est quoi un peu ton best-of des problèmes hormonaux que tu rencontres? Oui, donc c'est très biaisé, hein, parce que déjà, 90% des personnes qui me consultent sont les femmes. Donc, chez les femmes, les déséquilibres hormonaux ne sont pas exactement les mêmes que chez les hommes. C'est difficile de voir quel est ce que je vois le plus, parce que la plupart du temps, quand je rencontre une personne, il y a déjà plusieurs choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Okay. Je pense que celle qui est présente vraiment dans la grande population, c'est les hormones de stress, ou les hormones de gestion de stress, qui aujourd'hui ont beaucoup plus de risques d'être peut-être sécrétées de manière supplémentaire, ce qui n'est pas un problème, hein, parce que c'est notre corps qui s'adapte à nos besoins quotidiens, mais ce qui peut à long terme avoir quand même des effets négatifs sur nous. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un déséquilibre? Pas forcément, parce que c'est finalement notre vie qui demande qu'on sécrète plus des hormones de stress, comme cortisol, adrénaline, noradrénaline. Donc, c'est pas un déséquilibre, c'est une réponse tout à fait saine et physiologique, sauf que notre corps n'est pas fait pour baigner dans un taux de cortisol élevé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parle de stress chronique. C'est stress chronique. Donc, sauf que quand on dit stress chronique, c'est un petit peu mésusé aujourd'hui. En revanche, quand on parle de cortisol, tout le monde écoute. Oui. Donc, oui, je pense que le stress chronique, ça, c'est la chose où c'est difficile aujourd'hui de trouver une personne qui n'est pas exposée à ça. Quelles sont les conséquences principales d'un stress chronique sur le corps? Je pense qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu vois, toi, en priorité, qui est l'impact, je m'en parlais justement, de l'interaction entre les hormones? Quelles vont être les principales interactions par exemple, prenons l'excès de cortisol, comme tu disais, c'est souvent l'hormone qu'on met souvent en avant. Un excès de cortisol, quelles vont être les conséquences principales sur le corps? Ça dépend de la personne. Dans cette approche intégrative, en tout cas parmi les médecins qui travaillent de cette manière, il existe une hypothèse qui circule et qu'on appelle l'hiérarchie hormonale. Alors c'est une hypothèse, hein, c'est rien de bien prouvé parce que c'est très difficile à prouver, mais c'est une hypothèse qu'on voit dans la clinique. C'est-à-dire que
pour viser un équilibre hormonal optimal, on va commencer par une base d'une pyramide et on va monter. Autrement dit, la base de pyramide, ça serait le cortisol et l'insuline. Ensuite, on a les hormones thyroïdiennes et ensuite, on a les hormones sexuelles. Dans cette idée, dans cette hypothèse, équilibrer les hormones sexuelles serait par exemple compliqué si on n'a pas équilibré notre sécrétion de cortisol et d'insuline, de laquelle il y a d'autres choses qui dépendent. La mélatonine, donc l'hormone qu'on sécrète beaucoup pendant le sommeil, les hormones de satiété et autre chose. Si on veut, pareil, aider quelqu'un à optimiser l'état de sa thyroïde, on devrait également commencer à travailler avec cette base. Donc, c'est cette idée de hiérarchie hormonale. Mais dans cette hiérarchie, il y a une individualité très importante d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, ce que j'essayais en tout cas de transmettre dans mon livre autour de la fertilité, prenons un exemple un petit peu banal de stress chronique, eh bien, il y a ce risque que ça va impacter les hormones sexuelles, mais ça ne va pas dire que tout le monde va devenir infertile. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont tout à fait garder leur fertilité en étant extrêmement anxieuses ou irritées, irritables. Donc, comment ça se montre cliniquement, les symptômes qui se présentent, le phénotype de ce petit ou grand déséquilibre est très différent d'une personne à l'autre. Le cortisol va impacter la sécrétion et l'utilisation de nos hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire qu'on sait que le cortisol va impacter la production, donc il va diminuer la production des hormones thyroïdiennes, et dans le tissu, le cortisol diminue le taux d'activation de nos hormones thyroïdiennes, la forme inactive qui doit passer en forme active. Mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde sous stress chronique va souffrir des symptômes en lien avec ça. Pas tout le monde va développer un problème avec la thyroïde. On sait que il y a 25% de risque de développer une maladie thyroïdienne suivant un événement traumatisant, émotionnel ou physique. Hein? Mais c'est 25%. Ça veut dire que il y a plus de risques de développer, par exemple, une maladie d'Hashimoto, suivant un choc émotionnel ou une période traumatisante émotionnellement. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde le développera. Donc, pour répondre à ta question, le cortisol qui est chroniquement élevé, on ne peut pas dire que c'est un excès, parce qu'un excès, ça serait s'il y a trop. En fait, il n'y a pas trop, il y a juste ce qu'il faut pour gérer notre niveau de stress. C'est que notre corps n'est pas fait pour avoir un niveau de stress chronique. Il est fait pour avoir des stress de temps en temps, des pics, voilà. On s'enfuit d'un animal sauvage, on est attaqué par une tribu voisine, mais entre-temps, il y a des grandes périodes où on n'a rien à faire et on s'ennuie. Et pour notre biologie fonctionne toujours de cette manière-là. Tout va être fait pour qu'au moment de stress, même si c'est pas un pic, on n'a pas des choses qui interviennent. Au moment de grand stress aigu, eh bien, c'est pas le moment de tomber enceinte, c'est pas le moment d'avoir beaucoup d'hormones thyroïdiennes qui stimulent déjà notre corps, c'est pas le moment de ressentir la faim, c'est le moment d'avoir plein de sucre dans notre sang pour pouvoir s'enfuir, se battre ou se figer et faire le mort. Donc, même si nos pics d'aujourd'hui ne sont la plupart du temps pas aussi importants, le fonctionnement est le même, juste à un petit feu. Donc ça va impacter finalement toutes les hormones, que ce soit la satiété, le métabolisme, les hormones sexuelles, les hormones thyroïdiennes, ça va les impacter toutes, mais la façon de laquelle ça va se voir d'une personne à l'autre va être très individuelle, va être différente. Ok, super intéressant. Tu disais que tu t'occupes principalement de femmes, en tout cas ta patientèle est très orientée féminine. Quels sont justement les déséquilibres hormonaux que tu vois beaucoup chez les femmes en particulier? Et j'orienterai ma question dans un sens en particulier. C'est que de mon côté, en tout cas, en tant que coach en nutrition, je vois beaucoup de femmes qui ont des problèmes qui me semblent en tout cas de plus en plus récurrents. Je vois notamment une explosion de tout ce qui est syndrome des ovaires polykystiques, endométriose. Alors, est-ce qu'on en parlait moins avant? Aujourd'hui, c'est peut-être plus diagnostiqué.
Est-ce que toi, tu perçois aussi cette augmentation, cette prévalence sur ces pathologies? Et est-ce que du coup, toi, tu peux aider justement les femmes avec justement un rééquilibrage hormonal, on va dire? Je suis d'accord que c'est pas évident de savoir est-ce qu'on est juste mieux à les reconnaître ou est-ce qu'elles en avaient toujours autant. Il y a eu des recherches qui ont montré que l'utilisation de certains produits, notamment plastiques, peut modifier notre expression hormonale. Exactement. Mmh. Ils peuvent modifier notre expression hormonale qui va impacter nos enfants. Donc, il est possible que la génération des parents, inconsciemment, a pu être exposée aux choses qui ont augmenté le risque de syndrome d'ovaire polycystique ou d'endométriose chez leurs futures filles. Donc, il est probable qu'il y en a plus aujourd'hui. Mais on les diagnostiquait tellement mal avant, et encore aujourd'hui, je pense qu'on peut faire mieux. Il y avait tellement de négligence par rapport aux plaintes de la femme, et encore aujourd'hui, on peut faire mieux, que je ne sais pas s'il y a beaucoup plus aujourd'hui ou non. Parce qu'on connaissait bien, peut-être que dans le temps, quand on disait une femme a des règles douloureuses, bah, c'est normal en fait, voilà. Alors que non, c'est pas normal. Je me rappelle souvent de mes cours d'histoire de médecine, où, tu en as peut-être entendu parler, on définissait l'hystérie donc comme l'utérus qui se balade dans le corps. Et c'est ça ce qui fait que la femme est plus nerveuse, qu'elle prétend, entre guillemets, d'avoir des douleurs. Non. Et aujourd'hui, on parle du tissu de l'utérus, l'endomètre, qui peut se retrouver n'importe où dans le corps. Donc, est-ce que les anciens Grecs ne savaient pas déjà diagnostiquer l'endométriose? Ils n'ont pas complètement tort. L'endométriose, c'est quelque chose où on a vu, il peut avoir également un lien avec l'exposition de perturbateurs endocriniens. Il peut aussi avoir un lien avec l'exposition à la moisissure. Il y a des moisissures qui produisent leurs métabolites, qui sont toxiques pour nous, donc on les appelle les mycotoxines, et bien qui ont une structure très similaire à les estrogènes. Ils peuvent donc aller sur les récepteurs d'estrogènes et ils peuvent faire un impact sur la cellule comme un estrogène, sauf que c'est 1000 fois plus fort. Donc, pas du tout physiologique, beaucoup trop fort, beaucoup trop inflammatoire. Et cela peut en effet contribuer au développement d'un tissu qui va être aussi inflammé. C'est pas encore quelque chose qui a été beaucoup recherché. C'est plus mon expérience où je vois des femmes qui développent des symptômes et qui peuvent augmenter leur taille d'endométriose suite à l'exposition au cuivre avec leur stérilet au cuivre. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lien aussi, je ne sais pas si c'est peut-être juste une hypothèse de ma part. Il y a beaucoup de cas en médecine où une hypothèse très logique a été prouvée fausse. Donc, pour le moment, c'est juste une suspicion. Mais tout comme le syndrome d'ovaire polycystique, l'endométriose, on sait qu'il y a un lien avec des choses qui sont modernes, qui sont notre monde. Et aussi, ce que je dis souvent à mes patientes, c'est que avoir un syndrome d'ovaire polycystique, avoir l'endométriose n'est pas égal à avoir des douleurs ou des souffrances. Il y a des femmes chez qui on va découvrir l'endométriose de manière fortuite. Elles n'avaient jamais de soucis de cycle, elles n'avaient jamais de soucis digestifs, elles n'avaient jamais de soucis de fertilité. On les a découverts parce qu'on a fait un examen pour autre chose. Et on n'a aucune idée combien de femmes c'est. Ça se trouve, c'est toutes les femmes. On n'en sait rien. Hein? Donc, la présence d'endométriose n'est pas égale problème de santé, parce qu'on peut avoir une endométriose qui ne fait pas de problème. Donc, est-ce que c'est l'endométriose ou est-ce que c'est un état inflammatoire et est-ce que c'est un déséquilibre hormonal qui fait finalement la souffrance? Donc, pour répondre à ta question, comment on peut aider les femmes dans ces cas-là? Eh bien, on peut traiter le SEPK et l'endométriose, hein, sachant que le traitement le plus souvent proposé, c'est la chirurgie ou la pilule ou autre contraception hormonale. On peut aussi, ou en même temps, ou en parallèle, ou avant, voir est-ce que avec les mesures d'alimentation, les mesures d'hygiène de vie, gestion de stress qui doit être différente
d'une personne à l'autre, certains compléments alimentaires qui ont été vraiment démontrés comme particulièrement utiles. Est-ce qu'on peut réguler les hormones, leur équilibre entre elles? Est-ce qu'on peut réguler l'inflammation pour que finalement, le diagnostic, il est peut-être toujours là, hein, mais il n'est plus symptomatique. Okay. Donc toujours dans cette idée un peu de médecine fonctionnelle, on travaille sur l'environnement, sur le style de vie, avant d'aller vers la médication systématique en fait. Ça va dépendre de la femme. Hein. Une femme Oui. qui est couchée 15 jours par mois à cause des douleurs et qui ne peut rien faire. Là, on va peut-être aller directement plus sur on va peut-être pas un l'aller. traitement. Voilà, tout à fait. Donc ça va beaucoup dépendre de la personne. C'est juste que pour moi, un traitement hormonal dans le sens où donc c'est un traitement qui coupe les hormones, en tout cas qui coupe le cycle, ça ne traite pas le problème, ça le cache. Oui. Hein? Et parfois il faut, hein, quand on a une grosse plaie, un pansement peut être très utile, mais si la plaie est infectée, il y a des choses à faire pour traiter l'infection et peut-être enlever les chardes aussi qui a causé l'infection. Donc ça va dépendre de la personne, à quelle vitesse on parle des solutions pharmacologiques. Pour moi, c'est juste que c'est pas la seule solution à considérer. Ok, super intéressant. Et tant qu'on parle des hormones féminines, toi, je sais que tu as une vision un peu particulière qui n'est pas forcément partagée par tous tes collègues, mais c'est sur le traitement hormonal de la ménopause. Oui. On en parlait un petit peu en off avant de préparer ce podcast. J'ai fait une vidéo avec Michel Mouly justement sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux, toi, nous dire un peu dans les grandes lignes, quel est ton ressenti, ta vision du traitement hormonal de la ménopause et pourquoi ça peut aider beaucoup de femmes du coup à mieux vivre leur ménopause? Eh bien, pour reprendre les paroles de Michel Mouly, je suis 100% d'accord avec lui sur le fait que le terme ménopause est complètement idiot. Hein. C'est pas une pause, c'est pas juste ça. Et lui, il propose le terme de DOLA, diminution œstrogénique liée à l'âge, que je trouve en effet beaucoup plus approprié. En dehors de la France, les recommandations internationales sont un peu différentes à ce sujet, dans le sens où on ne va pas préconiser d'attendre le diagnostic officiel de la ménopause, donc un an sans règles, où on peut commencer de supplémenter la femme à partir du moment où on a des symptômes qui sont liés à ce déficit. Et contrairement aussi aux recommandations françaises, les recommandations internationales ne mentionnent plus le risque, l'augmentation du risque du cancer du sein, parce que ce risque il n'a pas pu vraiment être montré, notamment avec les traitements, ce qu'on appelle bioidentiques, donc les molécules qui sont les mêmes que ce qu'on a dans notre corps, homme ou femme, estradiol et progestérone, bioidentiques. Et on a plutôt la diminution des risques de nombreuses maladies, en plus du fait qu'on diminue des nombreuses plaintes qui vont risquer à pourrir la vie de la femme quand elles arrivent. Donc ma vision, elle est assez similaire à celle du docteur Mouly. Et ça, alors il a sorti son livre, je crois, en 2021. Si je dis des bêtises, je prie de m'excuser. Moi, c'était en 2019 que j'ai pu avoir cette formation aux États-Unis. Et donc, c'est à partir de là où clairement ma vision a changé, où je vais tout simplement suivre les recommandations internationales. Si la femme en a besoin, il y a certaines femmes qui vont en avoir besoin à 40 ans. Donc, et elles peuvent encore avoir leurs règles pendant 10 ans, alors que leur taux hormonal n'est plus suffisant pour elles pour avoir une bonne qualité de vie. Leur taux hormonal n'est plus suffisant pour entretenir le tissu de leurs os et de leurs muscles. Donc, ils risquent d'avoir une ostéopénie, une sarcopénie qui s'installe. Leur taux hormonal n'est plus suffisant pour entretenir le tissu de leur cerveau. Ils risquent d'avoir des soucis d'anxiété, des troubles amnésiques, des troubles de mémoire. Il n'est plus suffisant pour soutenir le moral, il n'est plus suffisant pour soutenir le bon sommeil. Donc oui, typiquement, je vais être du même avis que les recommandations internationales où même si on n'est pas ménopausé, mais qu'on a des symptômes clairement liés avec une insuffisance des hormones sexuelles et qu'il n'y a pas de contre-indication, et qu'on utilise les hormones bioidentiques,
oui, je vais Bien. proposer, en tout cas, je vais proposer de discuter de cette option. Et comme tu disais aussi en off, si une femme ne trouve pas de gynécologue qui peut l'aider là-dessus, pourquoi ne pas consulter son médecin On n'a traitant, pas besoin, médecine oui, générale tout à peut fait. très bien faire l'affaire en fait. Un médecin généraliste peut tout à fait prescrire Ok. ces traitements. Ouais. Et qu'est-ce que tu répondrais à une femme qui te dirait juste, en fait, parce que j'ai eu beaucoup cette objection qui est, c'est la nature, il faut laisser la nature faire les choses et ne pas aller contre nature. C'est une très bonne objection parce que la ménopause n'est pas une maladie, c'est en soi un effet naturel. Alors, c'est une discussion à avoir bien sûr avec chaque femme, mais il faut bien comprendre que la nature n'a pas prévu qu'on vit jusqu'à 100 ans. Oui. La nature n'a pas prévu ça. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous vont vivre jusqu'à 100 ans ou proche de 100 ans parce que les progrès de médecine nous permettent de vivre, ou en tout cas d'exister. Hein. La nature n'a pas prévu non plus qu'on vit dans un monde très pollué qui fait que les déséquilibres hormonaux sont plus difficiles à réguler par nos propres moyens. La nature n'a pas prévu qu'on vit avec les écrans et qu'on vit avec l'électricité et qu'on vit avec les pesticides et qu'on vit avec une alimentation qui est pas tout à fait la même que ce que la nature avait en tête. La nature n'a pas prévu qu'on vit seul. Et il y a suffisamment d'études aujourd'hui qui montrent que notre sécrétion hormonale est gravement impactée par l'isolation. Okay. Rien que vivre seul, notamment être isolé pendant plusieurs jours, et bien, ça a un impact sur notre système hormonal, ça a un impact sur notre système nerveux. Donc, ce sont toutes les choses que la nature n'a pas prévues. Aujourd'hui, on a cette possibilité d'exister très longtemps, mais une femme avec un taux hormonal insuffisant, les hormones estradiol et progestérone, ce sont les hormones qui entretiennent pas uniquement notre fertilité, elles entretiennent tous les tissus de notre corps, notamment le cerveau, un tissu quand même assez important. Donc, pas toutes les femmes vont souffrir de la ménopause. Cependant, c'est pas une histoire de si un symptôme va apparaître, c'est quand et à quelle ampleur. Il y a des femmes qui vont commencer à avoir des symptômes de manque d'hormones à peut-être 90 ans. Okay. Hein? C'est rare, mais ça existe. Des femmes qui vont parfaitement bien. C'est juste que la plupart du temps, quand on parle de la ménopause ou préménopause, on parle des bouffées de chaleur. Et classique, oui. Voilà, pas toutes les femmes vont avoir des bouffées de chaleur. Rien que une femme avec une production de testostérone qui reste correcte ne va pas avoir des bouffées de chaleur parce que la testostérone gère aussi notre équilibre de température. Donc, quand on va dérouler la liste des symptômes qui peuvent en résulter, c'est problèmes cardiaques, avec palpitations, avec une adaptation qui ne va pas être parfaite à notre activité, à notre sport. Les risques, bien sûr, élevés d'infarctus, qui se présentent souvent différemment chez la femme que chez l'homme. Ce côté d'infarctus qui est très connu, il est beaucoup plus masculin que féminin. Chez la femme, c'est souvent des symptômes qui ne font pas directement penser à un problème au cœur. Ça peut être digestif, par exemple. Elle peut vomir, hein, ou elle peut penser qu'elle a une gastro. Les symptômes de perturbation du sommeil, les symptômes de gestion de stress moins bonne, de risque de dépression, tout ça peut être lié à une baisse des hormones, notamment d'estrogène. Beaucoup de cancers, le risque augmente tout simplement parce que nos hormones sexuelles régulent aussi notre réponse immunitaire. Elles régulent l'inflammation de notre corps. Les douleurs articulaires, on ne parle pas forcément de ça. Complètement sous-estimé la puissance justement des hormones féminines. Souvent, les femmes, comme tu disais, elles pensent que c'est juste lié à leur cycle, au côté fertilité, reproduction, mais ça va tellement au-delà de ça, quoi. Il n'y a pas un seul tissu de notre corps qui n'a pas de récepteur d'estrogène. Oui. Il faut comprendre ça. Même la thyroïde. L'hypothyroïdie, d'ailleurs, quelque chose de très fréquent qui peut arriver avec la ménopause. Donc, chaque tissu du corps de la femme et de l'homme aussi, mais de la femme plus, il est régulé par les estrogènes. Donc, quand on n'a pas assez ou plus d'estrogènes, chaque tissu va être impacté. Après, c'est individuel à quel point c'est visible et comment le corps arrive à
on va dire, à s'en sortir. Mais pour moi, ce n'est pas une histoire de est-ce qu'on va avoir un symptôme de ménopause, c'est quand, à quel âge et à quelle ampleur. J'ai beaucoup aimé ta réponse par rapport à la nature n'a pas prévu. Effectivement, je le ressortirai si tu me permets. On parle un petit peu justement des hommes aussi, on peut en parler un peu, parce que c'est vrai que je parle beaucoup des femmes, parce que aussi c'est mon audience principale. Mais parlons un peu des hommes. Quels sont les déséquilibres hormonaux qu'on peut trouver chez les hommes? Est-ce qu'ils ont les mêmes types de conséquences sur justement le physique, on parle du côté cardiovasculaire. C'est quoi les déséquilibres hormonaux les plus courants chez les hommes et comment y faire face? Parce que je crois que chez les hommes, dis-moi si je me trompe, il y a peut-être plus de leviers pour empêcher des chutes hormonales. J'aime beaucoup cette question. En effet, chez les hommes, il y a une protection, si on peut dire, par le fait que les hommes ont un seul cycle, et c'est le cycle circadien. Et leurs hormones, et notamment leur hormone sexuelle principale, la testostérone, elle suit ce cycle circadien. Chez la femme, toutes les hormones vont avoir un cycle circadien, mais en plus, il y a un cycle mensuel ou menstruel. Donc, chez l'homme, le fait qu'il y a, on va dire, moins de choses à coordonner, il y a tout simplement moins de risques de déséquilibre. Et donc, la plupart des problèmes hormonaux qui impactent les femmes impactent les hommes ou peuvent impacter les hommes également. C'est juste qu'il y en a nettement plus de résistance et donc typiquement il y a 2 à 10 fois plus de femmes qui vont être impactées par un problème hormonal que les hommes. Hein. Quand un problème hormonal arrive, les symptômes vont être assez similaires. Hein. Une baisse de testostérone chez l'homme va avoir un effet assez similaire que chez la femme. C'est juste que chez l'homme, cet impact sera beaucoup plus palpé parce que chez l'homme, l'estradiol joue un rôle nettement moindre et donc ne peut pas aussi bien équilibrer la testostérone qui peut manquer. Et en effet, je dirais que chez les hommes, les choses que je vois le plus, aucune idée est-ce que c'est statistiquement ça, mais ce que je vois le plus, c'est en effet la baisse de testostérone qui est pas toujours catastrophique, mais qui est inhabituel pour l'âge. Avoir un homme de 30-40 ans avec une testostérone qui est vers le bas de la fourchette et qui serait plus typique pour un homme de 70, 75, 80, en effet, c'est pas normal et il y a peut-être des choses à creuser. Excuse-moi, j'avais lu une étude, ou je sais plus, un article peut-être, je sais plus, qui comparait les hommes d'aujourd'hui avec les hommes du passé. Alors je sais plus si c'était les grands-pères ou arrière-grands-pères, peu importe, mais en tout cas, à âge égal, il semblerait qu'aujourd'hui les hommes aient moins de testostérone que 50% moins. Ouais. Oui, donc en effet, il y a des études qui montrent qu'il y a une baisse importante de testostérone en population générale. Et c'est pas évident de définir parce que, encore une fois, la fourchette typiquement qui va être prise, c'est la fourchette de la population générale. Tout le monde entre 18 et 100 ans. Sauf qu'à 18 ans, on n'est pas censé avoir une testostérone aussi basse qu'à 90. On a des explications là-dessus? Est-ce qu'on sait le pourquoi? On a des hypothèses. Okay. Et les hypothèses sont à peu près les mêmes que pour la femme. Perturbateurs endocriniens, stress chronique, perturbation du cycle et du sommeil, alimentation inadaptée. Okay. Donc, typiquement, quand je vois un patient qui va me parler des choses qui me font suspecter que peut-être ça serait bien de contrôler sa testostérone, et si cette testostérone n'est pas habituelle pour son âge, les choses que je vais le demander, ça va être ça. Quel est votre niveau de stress? Comment vous le gérez? Quand est-ce que vous allez dormir? Comment vous dormez? Qu'est-ce que vous faites juste avant de vous endormir? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Oui. Donc, ça va être en effet les questions sur l'hygiène de vie, tout simplement parce que les perturbateurs endocriniens, on peut y agir, mais on ne peut pas agir sur tout parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on est exposé qu'on ne contrôle pas. Et dans le quotidien, pour moi, ça vient après la gestion de stress, alimentation. Pour moi, c'est quelque chose qui est la pointe sur le i. Tu pourrais nous donner un peu des modifications à faire dans le style de vie d'un homme pour qu'il booste sa testostérone? Donc tu parles effectivement d'essayer de diminuer le stress
chronique. On ne peut pas diminuer le stress chronique, mais on peut apprendre à le gérer. Voilà, de faire attention à son sommeil, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels on peut jouer Musculation. Musculation, ouais. Oui. Donc ça, c'est au niveau non alimentaire. Au niveau alimentaire, c'est manger suffisamment de protéines. Et ça, alors, chez les hommes, c'est moins souvent un problème et dans une moindre ampleur que chez les femmes que je vois. Je ne parle pas pour la population générale, aucune idée, mais chez ceux que j'ai dans mon cabinet, je vois moins d'hommes avoir un apport en protéines catastrophique que les femmes. Cependant, presque tout le monde que je vois, notamment avec une testostérone qui va me paraître un peu trop basse, ne mange pas suffisamment de protéines. Hein. Il y a souvent cette idée de faut pas manger trop de viande rouge ou faut pas manger trop de viande, qui n'est pas bien définie. Qu'est-ce que ça veut dire trop et qu'est-ce que ça veut dire viande rouge? Parce que les knackis, c'est pas la viande rouge. Donc oui, c'est les choses sur lesquelles on va travailler. Qu'est-ce qu'on a dit? Assez de protéines, un sommeil de bonne qualité. Donc ça veut dire calibrer notre rythme circadien. Qu'est-ce qu'on fait le soir, qu'est-ce qu'on fait le matin. Gérer notre exposition au stress. C'est pour ça que je dis le stress chronique, c'est pas évident d'influencer parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui, on travaille avec un ou plusieurs écrans. C'est pas évident de dire à la personne de déménager je sais pas, au Tibet et de vivre, voilà, devenir moine, peut-être avec sa famille, s'il y a déjà une famille en place. Donc, notre style de vie nous apporte aussi énormément d'avantages. Pas tout le monde va vouloir dire « Ok, eh bien, j'abandonne les réseaux sociaux et j'abandonne mon travail et je vais devenir, je sais pas, artisan, menuisier. » Sachant que même ça, on aura besoin des écrans. Donc, pour moi, c'est pas tant que ça forcément d'esquiver le stress, c'est plutôt de travailler sur le mindset, sur comment on interprète les événements et de comprendre qu'il nous faut des moments de soupape, des moments où on descend, des moments où on va s'ennuyer pour équilibrer les moments où on a besoin de vigilance. Okay. Juste pour revenir un peu sur la partie alimentation, parce que c'est mon sujet de prédilection, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes les aliments, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier pour justement prendre soin de la santé hormonale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Est-ce qu'il y a tu parles de la viande, effectivement, le côté protéines qui est important. Est-ce qu'il y a d'autres points à surveiller en particulier? Il y a un livre qui le résume assez bien, écrit par Wilfried Launay, je crois. Alimentation brute. Donc, c'est la chose sur laquelle que tu mets aussi pas mal de points. Une alimentation brute, c'est-à-dire le moins transformé possible et varié. Je suis pas méga fan des idées des exclusions carnivores, cétogènes, véganes, sachant qu'il y a il y a certaines questions de santé, il y a certains problèmes de santé qui peuvent bénéficier d'un certain régime d'exclusion pendant un certain temps. Donc, et ça peut être quelque chose que je peux proposer. Il y a des personnes à qui je peux proposer d'essayer une alimentation cétogène. C'est juste que pour la majorité des personnes, et à long terme, effectivement, quelque chose qui s'approche... Alors, j'aime pas parler du régime méditerranéen parce que il a été défini dans les années 50 par un gars avec qui j'ai pas mal des points où on n'est pas d'accord. Et puis, cette définition est aussi extrêmement personnelle, du coup, mais une alimentation qui va être omnivore, brute, variée, suffisamment de protéines, donc ça dépend qu'est-ce que ça veut dire suffisamment, minimum 1 gramme par kilogramme du poids, mais on a aujourd'hui beaucoup d'études qui font suspecter que ça serait même peut-être pas suffisant dans le cadre de notre vie d'aujourd'hui. Mais voilà, déjà arriver à 1 gramme de protéines par kilogramme du poids, c'est le premier challenge. Ouais. Donc, revenir à une alimentation physiologique, en fait. De base, une alimentation exactement. qui est faite pour nous et pas celle qui est arrivée avec l'avènement de l'ère industrielle. C'est ça. On as tout doucement parlé un peu avec le stress chronique, de la partie gestion du stress. Donc, tu vas nous emmener tout doucement vers la deuxième partie, une de tes spécialités qui est donc l'hypnose.
C'est assez rare pour un médecin en général de parler d'hypnose. Enfin, les gens que je connais, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qui est systématiquement mis en avant. Comment tu t'es intéressé à l'hypnose de ton histoire à toi? De mon histoire à moi, j'étais en première semaine d'internat et donc je venais d'aménager en France et j'étais dans un hôpital gériatrique donc qui s'occupe des personnes âgées à partir de 60 ans. On peut discuter si à partir de 60 ans on est âgé, mais en tout cas c'était à partir de 60 ans et j'ai vu que, en tout cas, la personne qui était mon seigneur, elle prescrivait systématiquement les anxiolytiques et somnifères à tout le monde. Bon. Et à la question de quand même, ce sont des traitements qui sont difficiles à arrêter parfois après. Oh, bah, ça, c'est le médecin traitant qui verra. Et donc, comme moi, plus tard, je comptais être médecin traitant de certaines personnes, je me suis intéressée de comment on peut aider peut-être autrement que prescrire les benzodiazépines. Et s'ils sont déjà prescrits, comment on peut arrêter? Et c'était comme ça que je suis arrivée à l'hypnose. J'avais fait des petites recherches, j'avais regardé, je suis tombée sur yoga et des choses comme ça, mais bon, je me voyais mal de donner des cours de yoga pendant une consultation. Donc, j'étais arrivée à l'hypnose et ici en Bretagne, on a un organisme de formation que je trouve génial. On en a même plusieurs. On a vraiment la chance chez nous. Et donc, j'avais commencé avec un organisme de formation et je m'étais formée par la suite avec un deuxième. Et au début, je l'utilisais beaucoup pour le côté de lien émotionnel qu'on peut avoir, qui peut aider à ce moment-là de soit apaiser un symptôme physique, soit, voilà, par exemple, diminuer ou arrêter les somnifères. C'était d'ailleurs mon sujet de thèse. Ok, super intéressant. Est-ce que du coup, tu peux définir concrètement ce qu'est l'hypnose? Parce que peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ont un peu cette vision un peu l'hypnose de spectacle, par exemple, telle qu'on voit avec Mesmer, etc. Oui. Le côté très spectacle, on va dire. Alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Est-ce que tu peux le définir toi avec tes mots? Qu'est-ce que tu appelles l'hypnose? L'hypnose en elle-même, ça c'est un état modifié de conscience qui est en soi très similaire à un état de méditation. Donc, et c'est ce que je dis aux patients, s'ils ont déjà médité, ils vont reconnaître cet état. Donc, on est tout à fait conscient et on est présent et on est capable de prendre une décision. Et en même temps, on a une sorte de connexion avec notre monde intérieur. Donc, c'est un petit peu comme si on était en deux niveaux en même temps. Okay. Donc, si quelqu'un a déjà médité, notamment si on a déjà fait une méditation relativement longue, eh bien, c'est ça. Ça ressemble à cet état de méditation qui peut être une méditation profonde ou superficielle, mais c'est un état vraiment très, très, très similaire. Personnellement, je ne vois pas de différence. Après, l'hypnothérapie, c'est là où le médecin ou un autre professionnel de santé va, dans cet état, aider le patient à travailler sur quelque chose. Et il y a à peu près autant de différentes formes d'hypnothérapie que d'écoles d'enseignement. Donc, celle que j'avais appris, celle que je pratique, elle s'appelle l'hypnose E2R, c'est émotion, régression, réparation, où on va aider le patient à atteindre un état d'une certaine sécurité, d'une certaine confiance pour qu'on se sente bien. Et à partir de cet état, on va aller vraiment réparer une émotion qui peut être douloureuse ou difficile pour que s'il y avait un sort de blocage ou de nœud émotionnel qui parfois nous impacte dans notre vie quotidienne et parfois même sans le savoir, pour que ça puisse s'apaiser. Donc, en soi, un hypnothérapeute n'a pas toujours besoin de savoir sur quoi il travaille. Ça peut être utile, mais c'est pas indispensable. Donc, j'ai aussi eu des personnes qui venaient me voir en disant qu'ils ont entendu parler du fait qu'ils n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit. Et oui, c'est vrai. Tu vas les guider vers l'état d'hypnose et après... C'est ça. Donc, en fait, après, l'hypnothérapeute
on a quand même besoin d'être vraiment en lien avec le patient, en tout cas dans cette façon qui m'a été enseignée, parce qu'on a besoin de voir un petit peu les réponses par le fait comment le patient va se comporter, comment il va avoir des petits mouvements corporels, l'expression du visage, la respiration. Donc tout ça, ça va nous donner des indices sur comment on peut le guider. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets dans lesquels l'hypnose peut aider des personnes? Alors j'imagine qu'il y a plein d'exemples, mais est-ce que tu as des études de cas particuliers que tu pourrais nous partager, où tu as aidé des personnes juste avec l'hypnose, par exemple? Alors, je vais parler des cas plus récents parce que c'est ceux que je me rappelle. Oui. Là, plus récemment, il y avait une femme qui était venue me consulter pour une rosacée, donc pour une maladie au niveau de la peau du visage qui était assez gênante pour elle, qui se développait très intensément et malgré le traitement médicamenteux qu'elle avait, donc en forme de crème et des lasers qu'elle faisait, elle a du mal à la maîtriser. Et parmi les questions que je lui ai posées, c'est depuis quand elle a ça, 44 ans, donc c'est aussi un état où effectivement il y a des changements hormonaux qui commencent, mais parmi des choses qu'on pose comme question, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans votre vie vers 42-43 ans. Et donc, elle m'a pas dit, je me rappelle, j'ai un petit peu insisté gentiment en disant en fait qu'elle n'a pas besoin de me le dire, mais la chose là qu'elle a pensé, parce que j'ai bien vu qu'elle a vu penser à quelque chose, je dis ben c'est sur celle-ci que, entre autres, ça serait utile de travailler. Et donc c'est pour ça qu'elle est venue me voir pour la chose que je ne connaissais pas. Et c'est au début de la séance d'hypnose où elle m'a dit finalement qu'elle préfère la partager, c'était qu'elle avait appris que son mari l'a trompée. Okay. Et donc on avait fait, de mémoire, on avait fait 3 séances et après la troisième séance, donc du coup quand elle est venue me voir, elle avait plus son flush. Elle avait, il y avait encore la rosacée, parce qu'il y avait des choses qui ne peuvent pas partir une fois qu'ils sont installés, sauf avec le laser. Mais elle m'a dit qu'elle n'a plus eu de flush qui revenaient donc depuis ce moment-là. Enfin, elle a dit depuis, elle m'avait donné une date, je ne sais plus laquelle. Et je dis alors, qu'est-ce qu'il y a eu cette journée-là? Elle a dit, je me suis séparée de mon mari. Bon. J'ai aidé à finir un mariage. Mais au final, pour une bonne chose. En tout cas, pour sa santé, c'était bénéfique. De son point de vue, et donc, c'était un exemple comme ça. Ok. Du coup, est-ce qu'on sous-estimerait pas aujourd'hui dans la médecine le poids du psyché, de la psychologie sur nos symptômes physiologiques? Est-ce que c'est un peu trop justement séparé, le côté psychologie, physiologie? Est-ce qu'il y a une séparation et que toi, un peu, de par ton activité, tu n'essaierais pas un peu de rassembler ces deux entités qui sont quand même si proches? En effet, pour moi, c'est la même chose. Rien qu'une émotion, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hormones et des neurotransmetteurs qui sont sécrétés et qui se baladent dans notre corps et qui font leurs effets. Si tu as déjà ressenti la peur, tu sais que peut-être qu'il y a le cœur qui s'accélérait ou peut-être qu'il y a des tensions musculaires qui se mettaient. Si tu as déjà ressenti la colère, alors bien sûr qu'il y a des variations individuelles, comment chacun ressent la peur ou la colère, mais si à ce moment-là, au moment où on ressent cette émotion, on se demande qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, dans mon corps, pardon, on peut le décrire typiquement. On peut dire je ressens une chaleur monter ou je ressens une tension dans mes mains. Donc, ce sont des réactions finalement physiques qui se passent alors que il n'y a pas eu de blessure ou d'impact physique. Donc, pour moi, l'émotionnel et le physique, c'est plus ou moins la même chose. C'est très rare d'avoir une personne qui a vécu une période émotionnellement dure pendant longtemps et qui n'a eu aucun impact physique. Et vice-versa, c'est très rare de trouver une personne qui souffre d'un problème et n'a aucun impact émotionnel. C'est possible, mais c'est pas fréquent. Donc, en effet, pour moi, c'est toujours sous-estimé et je me demande même si même moi, je le sous-estime pas parfois. Et c'est aussi la chose,
sur laquelle j'ai l'impression on ressent le plus de freins. Parce que ça demande du courage de rien que vouloir y aller, rien que vouloir faire ce pas d'y travailler, que ce soit avec l'hypnose ou autre chose. Mais ça demande du courage, ça demande cette décision de dire ces peurs ou ces craintes ou ces colères ou cette tristesse que j'ai dans ma vie, je vais la traiter, je vais vouloir aller à son encontre de la même façon que je vais chez le médecin quand j'ai mal à la gorge. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur peut-être d'aller creuser dans le cerveau, dans les émotions, dans le passé. Souvent, je pense que quand tu as un problème, donc là tu parlais de l'exemple de la rosacée par exemple, là, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent juste dire, bah voilà, donne-moi un médicament, ça va partir. Alors que d'aller creuser dans le moi, le profond, comme tu disais, il y a ce côté un peu, c'est une peur en fait, je pense. Comment tu pourrais essayer d'aider les personnes à passer au-delà et leur faire comprendre que souvent se soigner au sens large du terme, ça passe aussi par se soigner dans la tête? Je pense que la plupart des gens le savent, hein. On le sent, on sent qu'on aurait besoin. Et ensuite, c'est en effet nos propres conceptions, nos croyances. Souvent, cette idée que de toute façon, ça partirait jamais, de toute façon, je pourrais pas, de toute façon, je pourrais pas pardonner X, Y, de toute façon, je pourrais pas réparer la relation avec mon père, ma mère, mon frère, etc. Donc, c'est pas tant que ça de convaincre la personne de comprendre qu'il peut y avoir un impact, c'est plutôt de créer un espace de sécurité et de confiance, d'acceptation, de non-jugement, pour que quand la personne est prête, car ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas influencer, là c'est ma croyance, je ne pense pas que je peux influencer quand quelqu'un sera prêt. Ça c'est une décision que quelqu'un prendra avec ses moyens et avec sa vie, avec ses conditions quand il sera prêt. Quand il sera prêt, je peux être là. Et pour moi, c'est juste de travailler la terre. Il y a une terre, elle est là, elle est fertile pour accueillir la personne quand elle veut venir planter sa graine et faire pousser sa petite fleur. Mais c'est à elle de se décider. Je pense que plus on crée un espace de confiance, et aussi dans le sens large, hein, dans la société, plus on crée un espace de non-jugement, plus de personnes pourront être prêtes de se dire et ici c'est quelque chose qui peut être apaisé. Je vais faire une parenthèse par rapport justement à ton livre sur la fertilité et le raccrocher à l'hypnose. Est-ce que tu as eu des cas de personnes qui avaient des problèmes de fertilité, qui pensaient que c'était physiologique et en fait c'était psychologique et que tu as pu les aider justement grâce à l'hypnose à débloquer le fait qu'ils puissent avoir un enfant? Alors, je me rappelle d'un cas qui m'avait marqué, mais il y avait quelque chose de physiologique, c'est-à-dire que il y avait, ça c'était une femme qui avait un syndrome d'ovaire polykystique et elle était traitée, elle était pas admise en PMA à cause de ses autres problèmes de santé, mais donc il y avait pas uniquement le côté psychologique et à la base elle était venue me voir plutôt pour juste être un peu plus apaisée par rapport à son parcours. Parmi des choses qu'on avait travaillées, ça c'est typiquement c'est des choses que je demande à chaque femme et dont je parle dans le livre. Elle avait vécu une fausse couche qui s'était très bien passée du point de vue médical, mais pour elle, dans son cœur, c'est un petit peu comme si elle n'a jamais pu dire adieu. Et donc moi, je lui ai proposé de travailler là-dessus. Tout simplement, je lui ai dit, au pire, ça ne fait que vous apaiser et au mieux, ça va vous créer l'espace pour accueillir autre chose. Même si c'est pas un bébé, ça sera autre chose que vous allez avoir plus d'espace pour accueillir parce que tant qu'il y a une espace qui est prise par une petite âme qui n'a pas pu partir, peut-être que ça prend l'espace pour quelque chose d'autre. Et donc, on a travaillé sur le deuil de cette grossesse.
et elle était tombée enceinte le cycle suivant. Donc, elle avait ressenti en tout cas un lien. Après, c'est difficile à dire à quel point c'était cette science uniquement. La frontière, elle est assez C'est pas évident, oui. Parfois, c'est pas forcément flagrant et je pense que c'est souvent un ensemble de choses. Mais peut-être que justement dans cet ensemble de choses, aujourd'hui, il y a peut-être quand les gens veulent se soigner, il y a peut-être trop de personnes qui voient uniquement la partie physiologie, quoi, et peut-être pas assez la partie psychologie. Et peut-être que ça fait partie des choses justement sur lesquelles la médecine moderne devrait peut-être plus travailler, c'est reconnecter le mental avec le corps et inversement en fait. On dit souvent aussi que l'hypnose, c'est reprogrammer l'inconscient. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Hmm. Alors, je dirais que dans ce cas-là, c'est une auto-reprogrammation. Parce que c'est pas moi qui reprogramme. Tu vas aider la personne. Oui, tout à fait. Alors, en soi, l'hypnose, mais finalement, n'importe quelle approche de travail thérapeutique va aider à reprogrammer l'inconscient parce que c'est ce qu'on veut. On veut être plus à l'aise avec nous-mêmes et avec notre vécu. Donc, ça veut dire que la programmation qu'on a actuellement ne marche pas si bien que ça. On n'est pas très, très content avec. Donc, en hypnothérapie, en effet, l'idée, c'est qu'on guide. C'est un petit peu comme si j'étais un guide dans une forêt et je dirais, bah, par là, il y a des fraises de bois. Est-ce que vous voulez les chercher? Si vous voulez, non. Si vous voulez, oui. Si vous voulez pas, non. Mais c'est pas moi qui va les cuire. D'accord. Donc, ce sont des suggestions que je donne qui sont typiquement assez larges. Donc, c'est les choses qu'on fait en hypnothérapie. Et il y a différentes formes d'hypnothérapie. Il y a des hypnothérapies qui vont être très guidantes. On va donner une métaphore, voilà, et on met notre problème dans un petit sac de poubelle et on sort le sac de poubelle. Et donc, ça dépend un petit peu de la forme d'hypnothérapie. Mais dans tous les cas, c'est le patient qui va décider qu'est-ce qu'il met dans son sac de poubelle et c'est le patient qui va décider comment il interagit. Okay. Est-ce que on peut aussi se mettre en auto-hypnose? Oui. Parce que là, du coup, tu parles de l'hypnose guidée avec un professionnel, par exemple. Comment on peut s'auto-aider grâce à l'auto-hypnose? Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu pourrais nous donner là-dessus pour... Typiquement, c'est ce que je vais conseiller à chaque personne après la première séance. Donc, la première séance, souvent, si c'est la toute première que la personne fait, elle sert à ce qu'on voit qu'est-ce que c'est, juste pour être à l'aise. Et typiquement, je vais proposer à la personne de refaire en très court le petit exercice qu'on a fait au début de la séance. Et c'est le petit challenge qu'il peut être là, c'est juste de reconnaître quand on y est. Parce que tout comme la méditation, il y a une certaine profondeur. Et seul, on n'a pas toujours tout de suite la profondeur de l'hypnose qu'on a en science. On peut, mais c'est pas toujours le cas. Et aussi en science, on peut aussi avoir une hypnose très superficielle et ça marchera pareil. Hein. C'est parce que c'est aussi quelque chose que la personne, elle fait instinctivement. À quel moment elle a besoin d'aller plus loin et à quel moment elle a besoin de rester très superficielle. Mais en soi, oui, on peut apprendre. Comment on peut faire? Tu as des petits trucs à nous donner pour déjà se mettre en auto-hypnose? Typiquement, c'est plus simple si on a déjà fait une séance d'hypnose parce qu'on voit, dans quel état... voilà, on voit où est-ce qu'on doit arriver. Mais un petit exemple, si on n'a jamais fait, je ne sais pas si c'est possible parce que je n'ai jamais essayé de proposer à quelqu'un de se mettre en auto-hypnose si on n'a jamais fait de l'hypnose. Mais on peut par exemple, si tu veux, on peut faire. Allez, vas-y, en live, c'était pas prévu, mais allons-y. Si tu veux. L'idée, c'est pour toi, les yeux ouverts ou fermés, c'est comme tu veux, c'est d'aller dans le monde intérieur de Wilfried. Allez, je vais faire les yeux fermés. C'était pas prévu, hein. Je vous préviens tout de suite, c'est totalement improvisé. Allez, je t'écoute. Et d'aller dans le monde intérieur de Wilfried, de faire comme un petit voyage. Et cette partie de la conscience de Wilfried qui m'écoute, elle peut décider de la profondeur
et du bénéfice de cette expérience. Et quand cette partie de Wilfried, qui lui fait du bien, est prête, elle peut l'amener dans un espace particulièrement sécurisant, apaisant, rassurant. Un lieu qui existe peut-être, un lieu inventé. De toute façon, c'est un lieu secret où seulement Wilfried a accès à chaque fois qu'il en aura besoin. Où il peut aller se ressourcer, s'apaiser, s'équilibrer, se détendre. Et une fois que le corps de Wilfried a pris toutes les ressources qu'il lui faut pour passer cette journée en pleine forme, en pleine conscience, en pleine santé, ses poumons vont pouvoir prendre une grande respiration. Et à ton rythme, tu vas pouvoir revenir ici et être bien présent et pouvoir continuer dès que tu es prêt. Bienvenue. Super. Eh bien, l'auto-hypnose, ça serait que tu ailles dans cet espace pour te ressourcer, même si c'est que 5 minutes. J'y étais une fois, maintenant je vais m'en souvenir dès que j'en ai Parfait. besoin. Okay. Voilà. 2 minutes. Voilà, 2 minutes, ça va sembler plus long. C'est bizarre, hein. Mais tu as déjà fait hypnotiser une fois. Je sais que j'ai un ami qui est psychologue et qui s'était formé à l'hypnothérapie. Il m'a fait une séance, pareil, un peu comme tu as fait, mais en beaucoup plus approfondi. Et je crois que ça avait duré en réalité quelque chose comme 15-20 minutes. Mais dans ma tête, ça avait duré peut-être genre 1 heure. Le temps s'était dilaté. Comment on peut expliquer ça? Médicalement, je ne sais pas. Mais en effet, dans cet état, j'ai l'impression qu'on utilise davantage notre cerveau. On utilise peut-être plus de parties et on l'utilise plus efficacement. Donc en fait, on arrive à faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement. Okay. Et c'est pour ça que le deuil, on peut le régler en une séance versus en thérapie de parole où on peut avoir besoin parfois de beaucoup plus de temps. Ok. Comment tu peux voir quand un patient vient te voir qui aurait besoin de cette partie justement hypnothérapie? Est-ce que tu peux sentir assez rapidement que la partie physio ne sera pas suffisante, il va falloir aller un peu plus loin et qu'il va falloir creuser un petit peu? Moi, je trouve que l'hypnothérapie est particulièrement utile pour travailler sur le passé, sur les choses qui ne sont plus présentes, mais qui sont toujours douloureuses. Hein? Quand tu y penses ou même quand on n'y pense pas. L'hypnothérapie, ce n'est pas typiquement les choses que je vais proposer pour, par exemple, gérer le stress au quotidien. Même si l'auto-hypnose, elle peut tout à fait être utile, mais pas l'hypnothérapie. D'accord. Et ce n'est pas quelque chose que je vais proposer pour gérer un problème qui est en cours. Par exemple, quelqu'un qui a une personne malade dans sa famille et qui, donc, dans cette situation de souffrance, ça c'est mon avis personnel, je trouve que l'hypnothérapie ne sert à rien dans ce cas-là.
Donc déjà, je ne vais pas forcément parler de l'hypnothérapie pour tout le monde. Et aussi, moi, j'aime bien proposer plusieurs choses, c'est-à-dire que si je vois que la personne, parce que quand je rencontre les gens, typiquement, les événements importants du parcours, ça va faire partie des choses que je demande. Donc, une fois qu'on a vu qu'il y a des événements qui ont été peut-être difficiles, je vais aussi demander comment la personne va avec ça aujourd'hui, si c'est apaisé. Si c'est devenu comme une plaie bien cicatrisée, on peut la titiller, aucun problème. Bon, on n'a pas forcément besoin d'aller travailler là-dessus. Si on a besoin, typiquement, je vais proposer l'hypnothérapie. Alors, pas forcément avec moi, mais je vais parler de l'hypnothérapie. Mais je vais aussi parler d'autres choses pour que la personne puisse voir qu'est-ce qui lui convient à ce moment-là et qu'est-ce qui lui parle à ce moment-là. Donc, je vais en parler à des personnes où je vais voir qu'il y a des événements dans le passé qui ont été difficiles, qui ont été marquants, pas forcément négatifs, hein, ça peut même être quelque chose de positif, mais qui a été particulièrement marquant et comme si ça a laissé une empreinte, un sort de petit blocage. Là, je vais proposer en effet d'y travailler avec une façon qui va parler à la personne. Okay. Donc, c'est pas forcément à tout le monde. Non. Après, la plupart des gens ont vécu des choses marquantes dans leur passé. C'est juste que c'est pas toujours douloureux, en fait. C'est pas toujours. On a aussi des capacités pour gérer des choses et parfois, ce n'est plus vraiment un problème. Okay. On a parlé plusieurs fois dans cet entretien donc, du stress chronique. J'aimerais juste qu'on y revienne 2 petites secondes parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Tu as dit plusieurs fois que c'était compliqué de le faire disparaître, ce fameux stress chronique. Il faut plus essayer de le gérer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui aux gens qui se sentent stressés par la vie, par leur vie familiale, par leur vie professionnelle? Quelles sont les solutions pour les aider à aller mieux? Est-ce que justement la méditation ou l'hypnose, ça peut être une solution? Est-ce qu'il y a des... C'est quoi toi tes bonnes pratiques pour gérer le stress chronique? Parce qu'on a vu en plus, je me permets de revenir à ce que tu disais par rapport à la pyramide, c'est quand même une base essentielle. Donc, et comme il y a beaucoup de gens qui sont concernés, je pense que ça peut être intéressant de faire un petit sujet là-dessus. Eh bien, ça va dépendre premièrement, est-ce que la personne souhaite faire les choses elle-même ou est-ce qu'elle souhaite payer pour que ça soit fait pour elle? Quand on fait des choses nous-mêmes, c'est beaucoup moins cher, mais ça demande du temps et de l'effort. Quand on rénove la maison nous-mêmes, ça demande énormément de temps. Voilà. En revanche, si on paie des artisans, c'est fait plus rapidement et c'est parfois même un petit peu plus efficacement. Donc déjà, ça va dépendre, est-ce que vous souhaitez payer ou est-ce que vous souhaitez faire? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une question importante. Proposer à une personne qui est très, très, très busy, qui a un petit peu la personnalité, qui a plein de projets en cours, méditer 30 minutes matin et midi, ça va pas être fait parce que ça ne colle pas dans ce mode de vie. Et beaucoup de personnes que je reçois sont dans ce mode de fonctionnement, moi y compris. Donc, ça dépend qui est-ce que j'ai en face. Ensuite, la deuxième distinction se fait, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est le mindset, c'est la vision des choses, c'est comment on interprète les événements. Et pour certaines personnes, je vais davantage proposer de travailler là-dessus. Donc, je vais proposer plutôt des choses qui lui permettent de peut-être remettre en question ses croyances, le filtre à travers duquel elle voit les choses, plutôt que travailler sur le stress. Parce que si notre filtre est calibré à presque ignorer tout ce qui est bien et à laisser passer des choses qui confirment que notre vie est horrible et qu'on ne sait rien gérer, eh bien, la méditation, malheureusement, à mon avis, elle ne fera pas un effet suffisant. Hein? Donc, pour moi, ça va se décider sur ces deux choses. Premièrement, est-ce qu'on a un besoin plus urgent de travailler sur le mindset
ou non. Et deuxièmement, est-ce que la personne souhaite faire elle-même? Et dans ce cas-là, en effet, je vais lui proposer différentes choses qui existent, la méditation, les techniques de respiration. Je vais typiquement, si c'est quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, je vais parler des applications qui existent ou des exemples de vidéos YouTube qui peuvent, voilà à quoi ressemble la respiration Wim Hof. Essayez. Hein. Donc, à cette personne-là, je vais proposer des différentes techniques. Il y a aussi l'EFT, le tapping, qui est pas mal étudié aujourd'hui, qui est assez intéressant. Donc, ça va beaucoup dépendre de la personne. Et si c'est quelqu'un qui dit, écoutez, je sais que j'ai besoin de quelque chose qui me permet de me mettre en mode relaxation, mais je sens que je vais pas le faire, ou j'ai pas le temps, ou j'aimerais bien quelque chose d'externe. Et bien là, ça sera des différents dispositifs de bien-être, enfin c'est ce qu'on appelle en France, qui existent. Et parmi ça peut être le neurofeedback, ça peut être la stimulation du nerf vague transauriculaire. Donc il y a aujourd'hui, ça c'est l'avantage du monde moderne, on a beaucoup de choses qui existent, qu'on peut faire, qui nous permettent d'avoir un système nerveux qui se met en mode relaxation sans forcément qu'on l'a mis en mode relaxation nous-mêmes. Toi, tes techniques de relaxation, tes techniques anti-stress que tu utilises toi au quotidien? Alors moi, je suis quelqu'un qui est très fluctuant dans le sens où j'ai besoin de changement. Donc je fonctionne par petites périodes. J'ai l'impression que c'est plus un trait des femmes que des hommes. Chez les hommes, il y a plus souvent cette tendance stoïque de j'ai choisi ma méthode et c'est ce que je vais appliquer. Voilà, la routine matinale, tous les matins, toujours la même chose. Chez les femmes, il y a plus souvent ce côté de parfois j'ai besoin de ça, parfois j'ai besoin de ci. Et donc, moi, je suis très comme ça. Il y a des moments où je sens que ce qu'il me faut, c'est la méditation pleine conscience. Il y a des moments où je sens que la méditation pleine conscience, c'est vraiment ce que je ne veux pas. Donc, en fait, c'est très différent d'un jour à l'autre. C'est pour ça que j'ai décidé de me former en fait à ces différentes choses pour que j'ai une boîte d'outils et je peux voir ce qui me convient. Et il y a des jours où effectivement je n'arrive à rien faire et c'est des moments où je vais utiliser des gadgets de bien-être qui me permettent de... Eh bien récemment, par exemple, j'ai découvert la stimulation du nerf vague. Il y a des gadgets qu'on peut aujourd'hui acheter, des dispositifs plutôt de bonne qualité où on a une stimulation du nerf vague transauriculaire qui nous permet d'activer notre nerf vague, donc de se mettre en état parasympathique, d'état de relaxation, réparation, baisse d'inflammation en préparant à manger par exemple. Okay. Voilà. J'avais essayé aussi le neurofeedback, je trouvais ça aussi très intéressant, très utile pour moi. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire soit avec une personne, soit tout seul. Voilà. Il y a des casques qui fonctionnent un petit peu avec le principe aussi du neurofeedback où il y a un capteur électrique pour regarder les ondes du cerveau et pour faire un feedback qui va stimuler que le cerveau se mette dans un état compatible, par exemple avec des ondes alpha qui sont des ondes de relaxation. Donc aujourd'hui, on a vraiment pas mal de choses. Génial. C'est marrant que tu as employé le mot les hommes sont plus stoïques. Et ça m'a parlé parce que c'est vrai que moi, pour gérer mon stress, moi j'ai deux techniques. On va dire, c'est l'activité physique, qui est pour moi un grand exutoire. Et j'ai aussi cette philosophie un peu stoïcienne, le fait de se dire finalement, les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, en fait, il faut les laisser couler. Et moi, je ne m'en occupe pas plus que ça. Et finalement, ça ne m'impacte pas directement. Et ça m'a parlé, je trouve que tu as mis le doigt dessus en tout cas. Je ne sais pas si c'est spécifique pour les hommes, mais en tout cas, moi, chez moi, ça marche. En tout cas. Je pense que c'est une vision très utile pour tout le monde. J'ai l'impression que les hommes y arrivent plus facilement. Encore une fois, c'est qu'une impression. Mais je me demande, est-ce que c'est l'effet de la testostérone? Parce que chez les femmes, où on avait une testostérone insuffisante qu'on a réussi de remonter, et parfois ça peut se faire naturellement, elles vont décrire souvent le fait que j'arrive enfin de lâcher prise, j'arrive enfin de me dire c'est pas de mon ressort. Okay. Hein?
Il y a aussi un phénomène intéressant que beaucoup de femmes décrivent au passage vers la ménopause, où On recroise avec les hormones, et là, c'est... on recroise avec les hormones, absolument. Tout est connecté. Au passage de la ménopause, souvent par la diminution de sécrétion d'estradiol, on a aussi une diminution de sécrétion d'une protéine qui transporte l'estradiol, aussi la testostérone. Quand cette protéine est diminuée, il y a plus de testostérone disponible. Donc, en passage à la ménopause, on peut observer chez certaines femmes, pas qu'elles produisent plus de testostérone, elles vont en produire à peu près autant, mais qu'il y a plus de fractions actives. D'accord. Et donc, en effet, je me demandais, est-ce que c'est pas l'effet de la testostérone de nous aider de choisir plus facilement dans quoi on se mêle? Et ça, pour moi, c'est aussi le travail avec le mindset. C'est quelque chose qui se retrouve vraiment dans beaucoup d'histoires de développement personnel, où il y a beaucoup de coachs de développement personnel qui vont, d'une façon ou d'une autre, employer cette idée de ne pas prendre la responsabilité de gérer quelque chose qui n'est pas de notre responsabilité. On a la théorie Let's Them de Mel Robbins, je ne sais pas si tu la connais. Chose, oui. Non. Un super livre d'ailleurs que je conseille, qui a été traduit en français. Une méthode très simple de se rappeler, est-ce que c'est de mon ressort? Alors, que quelqu'un se comporte comme une peste, laissez-les. Parce que c'est pas moi qui va pouvoir influencer comment l'autre personne se comporte. Alors, le gouvernement fait ceci, cela, laissez-les. Donc, il y a souvent cette idée de se concentrer sur les choses qu'on peut influencer nous-mêmes. Ce serait marrant du coup qu'il y a justement ce lien entre hormones et ce côté justement un peu mindset. Ce serait... Ça n'a pas encore été étudié, mais je suis sûre qu'il y a un impact. Tu penses que chez la femme, la testostérone, c'est une hormone qui est un peu sous-cotée? Absolument. La testostérone, pour le moment, dans les recommandations internationales, on en parle surtout en lien avec la fonction sexuelle et le désir sexuel. Et d'ailleurs, c'est l'hormone de la libido, en fait. C'est l'hormone de la libido. C'est d'ailleurs la seule indication internationale, pas en France, mais internationale. C'est la seule indication de supplémentation de testostérone. C'est un désir sexuel qui n'est pas suffisant. Ce qui est d'ailleurs aussi très bizarre comme définition, parce que qu'est-ce que ça veut dire ne pas suffisant? Pour certains, ça peut être peut-être j'ai envie de faire l'amour 3 fois par semaine et 1 fois par semaine ne me suffit pas, alors que chez d'autres, c'est j'ai pas de libido du tout. Donc c'est très flou, mais c'est la seule indication internationale. Cependant, on sait de notre biologie que la testostérone impacte la qualité du sommeil. Elle régule avec l'estradiol la régulation du système immunitaire d'inflammation. Elle régule comme je t'ai dit, la température. Elle régule tout ce qui est entretien de lubrification, donc que ça soit dans les yeux, dans le vagin, dans les articulations. Elle régule la santé musculaire et articulaire. Donc la testostérone chez la femme, je pense qu'elle est en effet très 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 sous-cotée. Est-ce que c'est les mêmes conseils pour aider la femme à sécréter plus de testostérone que pour les hommes? Est-ce que c'est les mêmes conseils? Oui. Activité physique, Oui. renforcement musculaire? Pas activité physique, renforcement musculaire. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que l'activité physique est inutile, c'est juste que pour la testostérone... C'est particulièrement lié à la partie force, en fait. À la partie, voilà, le renforcement. D'autant plus que chez une femme où la testostérone est effondrée, il y a très souvent une très mauvaise tolérance à l'effort. Donc, il peut avoir, pas chez toutes les femmes, hein, le côté hormonal est très individuel, mais il peut avoir la difficulté de tolérer tout ce qui est cardio. Et donc, en effet, avoir des séances de renforcement musculaire où on ne s'essouffle pas peut être un bon début. Ok, super intéressant. On arrive du coup tout doucement vers la fin de cet épisode. Zina, est-ce que tu aurais du coup des conseils à donner à nos auditeurs pour les aider en fait à rester en pleine santé? Alors je sais que la question est très vague. Par quoi commencer? Mais c'est quoi tes meilleurs conseils qui pourraient être utilisés par tout le monde, le maximum d'auditeurs, pour les aider à retrouver une bonne santé, aussi bien d'un point de vue... On avait parlé système hormonal, on a parlé mindset avec l'hypnose, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent mettre en pratique assez rapidement? Je peux en donner 2? Bien sûr. Alors la liste n'est pas exhaustive. D'accord. La liste est absolument pas exhaustive, mais je donnerai un conseil plutôt pour le grand public et un conseil pour les personnes qui se retrouvent un peu en errance. Pour le grand public, je pense aujourd'hui, une chose très importante à faire, c'est ce côté de
apprendre la gestion de stress et donner la place au développement personnel. Je pense que ça ouvre la porte sur pas mal de choses, pas mal de prises de conscience. Et finalement, c'est à travers de là où on peut aussi s'intéresser de plus en plus à qu'est-ce qui me fait du bien à mon corps. Pour la population générale, je dirais ne pas avoir peur de manger suffisamment de protéines. Ça, c'est quelque chose qui est souvent un sujet de bataille, et prioriser le sommeil. Donc ça notamment... Très sous-coté aussi. Hein. Très sous-coté. Alors, c'est intéressant parce que dans la jeune population, on le voit plus souvent. J'avais entendu parler comme quoi il y a moins de sorties, il y a moins de personnes qui sortent, il y a nettement moins de personnes qui fument. Il y a une sorte de prise de conscience quand même qui commence. Donc, le stress, ou plutôt la relaxation, le mindset, donc vraiment questionner nos croyances, et le sommeil. Ça, c'est ce que je donnerais pour la population générale, pour en faire que 3. Et pour les personnes qui sont en errance, que je comprends très bien, parce que j'ai vécu ça et je sais à quel point c'est frustrant et déstabilisant, eh bien, c'est de continuer de chercher. Hein, c'est pas désespérer, c'est de continuer à chercher l'équipe qui sera la meilleure pour vous, la bonne pour vous, la plus adaptée pour vous, parce que l'équipe qu'on a actuellement, l'équipe médicale, je pense que c'est très rare que les intentions sont mauvaises, mais il y a chacun, on a ses limites personnelles, on ne va pas pouvoir aider tout le monde, on ne va pas pouvoir être la meilleure personne pour tout le monde, et donc l'idée c'est de trouver ce qui correspond. Ne pas avoir peur de se déplacer, hein, enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on avait fait pour notre fils. On avait besoin de chercher ailleurs. Et aujourd'hui, il y a la chance d'avoir beaucoup de professionnels en visio, comme toi. Donc, ne pas désespérer parce que là, dans votre entourage immédiat, vous n'avez pas trouvé les réponses qu'il vous faut. Ok, super intéressant. C'est étrange que tu aies parlé du coup de dev perso, parce qu'effectivement, moi, je vois que par rapport à mon cheminement, ça a très rapidement fait partie des outils que j'utilisais en fait, pour aller mieux. C'est tout bête, mais globalement, je trouve que c'est pareil, un peu sous-coté. Ça aussi, le dev perso, c'est quelque chose que souvent, on se dit, ouais, enfin, on s'y intéresse vaguement, quoi, mais je trouve que ça peut être un vrai outil thérapeutique, Pour globalement. toi, ça a ouvert des portes? Ouais, assez tôt, en fait, dès que je me suis intéressé à la santé en général, je sais que le dev perso est très vite rentré dans la liste des outils que j'ai utilisés, et globalement, ça m'a fait beaucoup de bien d'essayer de mieux me comprendre et d'avoir des outils. Par exemple, je parle du stoïcisme, par exemple, ça faisait partie justement des outils qu'on m'a enseignés il y a très longtemps maintenant, mais qui globalement, tu vois, par effet domino, parce que le stoïcisme, du coup, a joué sur mon stress, donc le stress a joué sur ma santé, etc. Donc, finalement, tout ça, c'est imbriqué, en fait, quoi. Donc, toi, tu as bien senti ce côté de changement de vision des choses, changement de mindset fait aussi que tu as moins de stress. Exactement, voilà. C'était un ensemble, effectivement. Le côté psychologique a eu un impact très important. Ouais. Et le dev perso est un super outil. Après, c'est un sujet qui est large, le dev perso. Qu'est-ce qui était pour toi, alors, On change d'interview, c'est bien l'intervieweuse. Ça peut être utile. Quels ont été les... Quels ont été peut-être c'était des livres ou des personnes qui t'ont guidé Ouais. Alors moi, je sais que le premier livre qu'on m'a offert sur le dev perso, c'est une amie qui s'appelle Vanessa. Je sais pas si elle avait écouté ce podcast, mais c'était un livre d'Edgar Tolle qui s'appelait Le pouvoir du moment présent. Yes. Et c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. Alors, c'est un livre qui est coupé en deux, on va dire. Il y a une première partie qui est très intéressante, qui est plus orientée psycho, et la deuxième partie qui est plus orientée ésotérisme. Et je me ratais en général à la première partie qui me parlait plus. Mais le fait d'être connecté au moment présent, c'était pour moi une sorte de révélation. Pareil, le fait que c'est dans le moment présent que on a le bonheur, c'est dans le moment présent que les choses se passent, que le passé c'est le passé, on n'a plus de contrôle dessus, que l'avenir est incertain, donc ça sert à rien de stresser sur le futur, et que vraiment toute l'énergie faut mettre sur le présent, en fait. Et pour moi c'était voilà un des livres notamment qui m'a beaucoup aidé. Il y a un autre livre aussi, c'était Think and Grow Rich de comment il s'appelle, qui était un des papas du dev perso. Le nom m'échappe, mais c'est pas grave. Non, moi non plus. Je pense à Napoléon Hill, mais c'est du coup... c'est ça, c'est Napoléon Hill. Parce que c'est en français, c'est Réfléchissez, devenez riche. Réfléchissez et devenir, voilà. Et alors, c'est un livre qui est pas mal orienté sur l'argent,
sur Ouais. la fait de reconsidérer sa vision de l'argent. Et sans parler vraiment du côté purement argent, mais il y a beaucoup de leviers qui m'ont beaucoup aidé dans Réfléchir et devenir riche, pareil. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est quand on commence à s'y intéresser, après on dit tiens, il y a ce livre-là aussi, donc Ouais. attends, je vais regarder, et puis Bah du oui, coup, voilà, c'est un enchaînement, ouais. l'enchaînement est lancé, mais souvent pour des bonnes choses en fait, quoi. Donc voilà. Après, je pense pas qu'il y a forcément un livre qui est fait pour tout le Non, monde. non, Il faut trouver peut-être le livre ou la personne qui sera un peu qui va nous parler en fait, quoi. Alors moi, je pense que Et toi, du coup, je te renvoie c'est la question, c'est quels ont été toi les livres ou les livres les... qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Eh bien, moi, je pense que c'est intéressant d'en lire différents parce on retrouve souvent les mêmes idées, mais présentées d'un angle différent. Et cet angle va nous parler différemment que sur un autre livre. Et aussi par rapport à notre moment dans notre vie, il y a certaines choses qui vont nous parler plus, qui vont être plus faciles à intégrer et à utiliser qu'à un autre moment dans notre vie. n'arrivent pas forcément au bon moment dans notre vie. Exactement. Donc, moi, les livres que j'avais énormément appréciés, que du coup je conseille à beaucoup de monde, c'était Aimer ce qui est par Byron Katie. D'ailleurs, une des phrases que j'adore chez elle, c'est ma chose préférée dans le passé, c'est que il n'existe plus, il est passé. Donc, c'est quand on comprend vraiment ça, quand on le sent dans notre corps, il y a vraiment une libération. Il y a avoir le courage de ne pas être aimé. Ah oui. Qui peut aussi ouvrir pas mal de portes. Il y a la théorie Let Them par Mel Robbins. Après, moi, je fonctionne aussi beaucoup sur les petits cours ou des petits programmes. Un mec qui vraiment, quand j'ai une journée difficile, je vais écouter un podcast avec Peter Crone et moi, ça me fait ma thérapie. Okay. Si vous parlez anglais, je ne peux que vous conseiller d'écouter les podcasts où il est invité. Et il a aussi des programmes, mais rien que les podcasts, c'est énorme comment il arrive à présenter ses idées de manière vraiment accessible. Ça, je pense qu'on est pas mal au niveau des livres, je pense. Et il y en a beaucoup, hein. Mais en effet, il y a beaucoup de choses qui, à la base, sont un petit peu plus sur le côté carriériste. Il y a le livre de Vishen Lakhiani, Le Code d'une vie extraordinaire, qui est pas mal, qui reprend beaucoup le côté un peu business, mais finalement qui est un livre de développement personnel. Donc oui, ça, ce sont des livres que je conseille souvent. Okay. Eh bien, merci Dina, en tout cas, pour toutes ces bonnes recommandations. C'était tellement riche. Pour cet entretien. On a appris beaucoup de choses et c'était très intéressant. Donc, merci à toi. Merci à toi aussi. Peut-être à bientôt pour Avec un grand prochain épisode, qui sait. Qui sait. Et entre-temps, bonne continuation à toi. Et on mettra du coup tous tes réseaux, comment te contacter, ton site, ton Instagram en description du podcast pour les gens qui veulent te contacter et peut-être aller plus loin avec toi. Avec plaisir. Merci Dina. À bientôt. À bientôt. Au revoir.